dans les heures les plus sombres de l'histoire, des hommes et des femmes se sont illustrés par leur humanité et leur courage, parfois au péril de leur vie. Janusz Korczak est l'un d'entre eux. En août 1942, ce pédiatre et éducateur polonais a préféré accompagner les enfants du ghetto de Varsovie vers les camps de la mort plutôt que de sauver sa peau. Cet acte de bravoure héroïque est l'aboutissement de son engagement auprès des enfants malheureux. Il est l'un des premiers à avoir accordé de l'importance à leurs paroles et à leurs souffrances. Janusz Korczak est même considéré comme le père spirituel des droits de l'enfant. Un destin incroyable que je vais vous raconter aujourd'hui. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Janusz Korczak, le père des droits de l'enfant. Ce matin du 6 août 1942, Janusz Korczak se lève tôt, comme à son habitude. Il enfile son éternel uniforme de l'armée polonaise et se livre sans réfléchir à ses activités quotidiennes. Alors qu'il se penche par la fenêtre de l'orphelinat dans lequel il travaille pour arroser quelques plantes déjà fanées, il aperçoit un soldat allemand posté près du mur. Le vieux docteur est intrigué. Il se demande pourquoi le militaire est en faction près de chez lui. Et puis d'autres questions se bousculent dans sa tête. Que faisait ce soldat avant la guerre? Est-ce qu'il était balayeur dans les rues de Leipzig ou garçon de café à Cologne? Il n'avait sûrement tué personne avant la guerre. Le vieillard entend des coups de sifflet et un cri. « Alle Judenhaus ! Tous les juifs dehors !» Ce soldat, il est venu pour lui et les enfants de son orphelinat. Les petits doivent se rassembler dans la vaste salle de l'orphelinat du ghetto. Ils tremblent. Le vieux docteur essaie de les rassurer. Qu'ils prennent quelques affaires avec eux, mais vite. En 15 minutes, tous sont prêts et se mettent en rang par 4 au pied du bâtiment. 10 adultes et 192 enfants qui serrent dans leurs bras leurs jouets et leurs livres. De son bras gauche, Janusz Korczak porte la petite Elsa, maigre à faire peur. Et il donne sa main droite à Marek. Le petit cortège avance vers l'Umschlagplatz, où des trains les attendent. Les enfants interrogent le vieux docteur qui les protège depuis qu'ils sont enfermés ici, dans le ghetto de Varsovie. Où allons-nous? Janusz Korczak n'a jamais menti aux enfants, mais cette fois il ne peut pas répondre. Il ne peut pas imaginer l'endroit où les nazis conduisent ces enfants juifs, qui depuis plusieurs années déjà ne connaissent que la faim, la misère et la maladie. Janusz Korczak n'a jamais menti aux enfants. Cette fois, il ne peut pas répondre. Comment imaginer l'endroit où les nazis conduisent ces enfants juifs qui, depuis plusieurs années déjà, ne connaissent que la faim, la misère et la maladie? Comment pourrait-il imaginer les chambres à gaz? Comment pourrait-il envisager l'horreur des camps de Treblinka? Janusz Korczak naît à Varsovie en 1878 dans une famille juive. Son père, Joseph Goldschmidt, est un avocat renommé. Je sais que vous vous demandez pourquoi il ne porte pas le même nom que son père. En fait, c'est le cas. Il s'appelle Henryk Goldschmidt. Mais à 20 ans, il se choisit un pseudonyme à l'occasion de sa première publication, Janusz Korczak. C'est sous ce nom qu'il est passé à la postérité, un nom qui fait plus polonais que juif. À cette époque, la Pologne est partagée entre l'Empire russe, celui d'Autriche-Hongrie et la Prusse. La ville de Varsovie fait partie de l'Empire tsariste qui mène une vaste campagne de russification. La Pologne compte alors la plus grande communauté juive d'Europe. À l'orée de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs sont 350 000, soit 10% de la population. Certains sont très bien intégrés et même aisés, comme la famille Goldschmidt. D'autres sont pauvres et ostracisés. Henryk et sa sœur sont des enfants choyés. Le petit Henryk fréquente les meilleures écoles où il s'ennuie et comprend déjà que les adultes ne respectent pas les enfants. Les châtiments corporels sont monnaie courante. Quand son père doit être interné pour cause de maladie psychiatrique, la misère frappe à la porte. L'argent ne rentre plus et il faut payer les frais médicaux. À 12 ans, Henryk, unique fils de la famille, doit travailler. Il sort alors du doux cocon qui était son enfance et découvre combien la vie peut être dure. Il n'a pour l'instant aucune théorie, mais il sait déjà que plus tard, il ne reproduira pas l'enseignement qu'il a subi à l'école. La brutalité et l'autorité n'aident pas les enfants à grandir. La patience et l'écoute sont de bien meilleurs maîtres. Adolescent, il s'imagine volontiers aventurier ou poète, mais c'est finalement la pédagogie qui le passionne. À 18 ans, son premier article à ce sujet paraît.
Il semble avoir plus de talent dans ce domaine qu'en poésie, alors il se décide à entreprendre des études sérieuses. Il choisit la médecine qui lui permettra de se mettre au service des autres et en particulier des enfants et des plus pauvres. À 20 ans, il intègre l'université impériale de Varsovie. Il est aussi dur avec ses professeurs d'université qu'avec ses anciens maîtres d'école. Selon lui, les médecins sont insensibles et indifférents aux souffrances des malades. Lui, il s'intéresse aux enfants des rues de Varsovie. Ces gamins débraillés aux chaussures éculées et aux pantalons troués vivent de la mendicité. Ils sont livrés à eux-mêmes, sauvages, indisciplinés et voleurs, mais d'une certaine manière, pleins de vie. Ces gosses se regroupent volontiers autour de cet étudiant qui s'intéresse à eux parce qu'il leur distribue quelques kopecks et surtout, il les écoute. Il écrira plus tard un livre sur eux intitulé « Enfants de la rue ». C'est donc là, au moment où il fait paraître ses premiers textes, qu'Henryk prend le pseudonyme de Janusz Korczak, un nom qui fait oublier sa judéité. Maintenant, il vivra de ses deux passions, l'écriture et la médecine, comme Tchekhov, le grand auteur russe. Mais à peine reçoit-il son diplôme de médecine en 1905 qu'il est enrôlé dans l'armée tsariste pour servir dans la guerre russo-japonaise. L'enjeu est le contrôle de la Corée et de la Mandchourie, riche en ressources minières. Korczak est affecté à un train sanitaire en Mandchourie. Dans sa garnison, il soigne des soldats russes, polonais, ukrainiens, cosaques et découvre les ravages de la guerre. Il voit les enfants tués, blessés ou devenus orphelins et se convainc que ceux-ci doivent passer avant toute considération politique. Il écrit alors, je cite, « Les souffrances des petits ne sont pas des petites souffrances. Alors aidons-les, écoutons-les. » Quand en février 1906, Janusz Korczak rentre à Varsovie, sa renommée littéraire a pris de l'ampleur. Il est considéré comme la nouvelle voix de la littérature polonaise qui exprime la souffrance et la pauvreté du peuple. Il travaille dans un hôpital pour enfants, ouvre aussi son cabinet privé, et il se rend compte que c'est davantage le célèbre écrivain Janusz Korczak que le docteur Henryk Goldschmidt qui attire la clientèle mondaine et fortunée. Lui, il fuit les mondanités pour se consacrer aux enfants malades. Pour eux, il a toute la compassion et la patience du monde. Tenez, la petite Sofia par exemple. Elle est hospitalisée et refuse de boire son bouillon. Le docteur Goldschmidt s'assied au bord de son lit et plonge son regard dans ses grands yeux fiévreux. Il lui explique que si elle ne boit pas son bouillon, alors celui-là va se sentir triste d'être rejeté. Il va sauter de ses mains avec son bol, et puis du lit, rouler dans les couloirs jusque dans la rue, et parvenu sur la chaussée, il se fera écraser par le tram. Sofia serre le bol dans ses mains et le boit d'un coup. Le docteur Goldschmidt la félicite et lui affirme qu'elle a fait le bon choix. Quand il n'est pas médecin, Janusz Korczak devient moniteur de colonies de vacances pour s'initier au rôle d'éducateur et confronter la théorie à la pratique. À l'été 1907, il accompagne pour 3 semaines une trentaine de garçons juifs et pauvres qui vont voir la campagne pour la première fois. Des enfants que des cochers battent avec leurs cravaches, que les piétons poussent hors des trottoirs et que les concierges chassent avec leurs balais. Des moins que rien aux yeux du monde. Et là, Korczak se trouve confronté à une communauté de gamins en pleine forme et plein d'énergie. Il doit aussi affronter leur agressivité, leur violence, leur méchanceté parfois. Excédé, il lui arrive de tirer les oreilles d'un des gamins qui cherche à le pousser à bout, lui qui a toujours refusé la brutalité. Débordé, il cherche le meilleur moyen de les gérer. C'est alors qu'il met en place à titre expérimental le tribunal des enfants. C'est une tentative pour régler les conflits de façon non violente. Il comporte 3 juges élus par la communauté des enfants. Il y a aussi un procureur et un avocat de la défense. Inculpés et témoins sont assis sur des bancs. Les séances sont bien sûr publiques. Le tribunal examine avec sérieux les problèmes des enfants. Ce sont donc les petits qui jugent les autres sans le regard surplombant des adultes. Cette méthode qui responsabilise les enfants obtient d'excellents résultats. Janusz Korczak se nourrit des théories des grands pédagogues de l'époque.
En Italie, il rend visite à Maria Montessori, il rencontre également Stefania Wilczynska, qui dirige un orphelinat à Varsovie. Ensemble, ils récoltent des fonds auprès des riches familles juives. Ils ouvrent leur dôme Siero, la maison des orphelins à Varsovie en 1912. C'est une vaste bâtisse avec chauffage central, baignoire et électricité. Korczak décide alors d'abandonner la médecine et de délaisser l'écriture. Il se consacre tout entier à son orphelinat. Il y instaure la République des enfants. Ils ont le droit de vote et participent à toutes les tâches. Il les laisse se battre plutôt que de faire intervenir un adulte pour régler leurs différends. Ils apprennent à se respecter mutuellement, à être responsables aussi. Ce sont là les bases de l'autogestion pédagogique. Bien sûr, rien ne se fait d'un coup de baguette magique. La plupart de ces enfants ont une vie misérable et ont dû se débrouiller seuls. La loi qu'ils connaissent le mieux, c'est celle du plus fort. Alors Korczak connaît des moments de désespoir, mais aussi des grandes joies. Cet établissement pilote sera suivi d'un autre en 1919, Nasz Dom, qui signifie « notre maison ». Mais pour l'heure, Korczak est à nouveau rattrapé par la guerre. En 1914, il est mobilisé comme médecin militaire dans l'armée russe. Malgré la violence des combats et la dureté du travail, il dirige l'ouvrage pédagogique qui le rendra célèbre à sa publication en 1919. Comment aimer un enfant. En 1918, la Pologne devient un État indépendant, qui ne tarde pas à entrer en conflit avec la Russie. Et donc, en 1920, Korczak est à nouveau mobilisé, mais il porte pour la première fois l'uniforme polonais. Il s'occupe d'un hôpital pour malades infectieux et contracte le typhus. Sa mère vient le soigner et tombe malade elle aussi. Elle en meurt avant qu'il ne guérisse. Alors, il se réfugie dans l'écriture et rédige Le Roi Mathias Ier, paru en 1922. C'est un roman pour enfants qui raconte l'histoire du petit Mathias qui, d'orphelin, devient roi. Il se rend rapidement compte que les adultes ne le prennent pas au sérieux. Tout est là, la fracture entre les adultes et les enfants. À partir de 1925, Korczak enseigne à l'Institut de pédagogie et à l'université tout en continuant à écrire et en fondant un journal pour et par les enfants. Il anime aussi une émission de radio très populaire intitulée « Les causeries du vieux docteur ». Korczak pourrait se réjouir si la situation internationale ne se dégradait pas. La vie des Juifs en Europe est de plus en plus précaire. Son émission de radio est arrêtée en 1936 et il est radié de son poste de médecin expert auprès du tribunal pour les jeunes délinquants. Le 1er décembre 1939, les armées de Hitler attaquent la Pologne et déclenchent la Seconde Guerre mondiale. Tous les Juifs de plus de 12 ans doivent désormais porter un brassard blanc où figure une étoile de David bleue. Korczak ne le portera jamais. En revanche, il revêt son uniforme de l'armée polonaise qu'il ne quittera plus. Les mesures anti-juives se multiplient. Couvre-feu, interdiction de changer de domicile, de voyager en chemin de fer, confiscation des postes de radio, interruption de la distribution du courrier, interdiction de fréquenter les jardins publics. Et bientôt, les Allemands délimitent un espace dont les Juifs ne pourront plus sortir. Le ghetto se situe au centre de Varsovie. C'est le plus grand d'Europe. Il est entouré de murs hauts de plusieurs mètres et de fils de fer barbelés. Le 16 novembre 1940, les Juifs de Varsovie et des environs, soit 30% de la population, y sont transférés de force et coupés du reste du monde. L'orphelinat de Korczak aussi. Dans le ghetto, les conditions de vie sont inhumaines et la promiscuité insoutenable. Pour vous donner une idée, il y a aujourd'hui à Paris 20 600 habitants au kilomètre carré. Dans le ghetto de Varsovie, il y a 128 000 habitants au kilomètre carré. Il y a 6 à 7 personnes par pièce en moyenne et la ration alimentaire journalière équivaut au 10e de l'apport calorique minimum requis. En 1941, la ration quotidienne est de 2613 calories pour un Allemand de Varsovie, 699 calories pour un Polonais et 184 calories pour un Juif. C'est 15% du minimum vital. En juin 1941, il y a 431 000 Juifs enfermés. Les gens meurent de faim dans les rues du ghetto. Au matin, les vivants les enjambent en sortant de chez eux pour trouver de quoi manger. À toutes ces misères s'ajoutent les maladies infectieuses.
Il y a dans chaque immeuble des enfants qui ont perdu un de leurs parents, voire les deux. Errant de rue en rue, ces orphelins meurent de faim et de froid. Plus de 25 000 d'entre eux sont pris en charge par des institutions diverses qui tentent de leur dispenser un minimum d'enseignement pour que la vie continue. Mais comment faire la classe à des enfants exténués et terrorisés? Comment étudier quand on est affamé? Et de toute manière, dans le ghetto, trouver de la nourriture est la principale activité de tout un chacun. Beaucoup se livrent à la contrebande de denrées alimentaires. Certains parviennent à se faufiler hors du ghetto et reviennent avec des produits camouflés sous leurs vêtements, risquant à chaque fois de se faire arrêter. À l'été 1942, les Allemands cessent de fournir au ghetto les rations habituelles pour entretenir la famine. Korczak se dévoue entièrement aux enfants. Il s'occupe d'eux, les soigne, les nourrit au détriment de sa propre santé. Il mendie pour eux dans les rues, fait du porte-à-porte pour leur trouver des vêtements et continue à leur faire l'école. Ils ne doivent pas désespérer. Il faut qu'ils sachent que la guerre aura une fin et qu'alors, ils sortiront du ghetto. Mais les nazis conçoivent le ghetto comme une antichambre de la mort. Le 22 juillet 1942, le major SS Hoffle informe alors le chef du Judenrat qui dirige le ghetto que la plus grande partie de la population doit être déplacée vers l'Est. En réalité, les Juifs sont conduits vers le camp d'extermination de Treblinka, un village situé à une centaine de kilomètres au nord-est de Varsovie. Hoffle exige le départ de 6 000 personnes chaque jour. Le lendemain, le chef du Judenrat, incapable de sauver les siens, se suicide. La résistance polonaise propose plusieurs fois à Korczak de le sortir du ghetto. Le médecin sait qu'il l'attend, mais il refuse d'abandonner les enfants. Jour après jour, les SS supervisent les arrestations. À l'aube, les rues sont bloquées, les immeubles encerclés et les appartements inspectés dans leur moindre recoin avec l'aide de chiens policiers. Les Juifs sont conduits à l'Umschlagplatz, lieu de formation des convois pour Treblinka. La résistance polonaise propose plusieurs fois à Korczak de le sortir du ghetto. Le médecin sait ce qui l'attend, mais il refuse d'abandonner les enfants. Le 6 août 1942, les SS vident l'orphelinat de Janusz Korczak. Le médecin ne résiste pas, car ils seraient tous fusillés sur place. Les enfants forment des rangs bien ordonnés, ils se donnent la main. Il y en a même qui portent le drapeau du roi Matthias Ier. Anna, Jakub, Jerzy, Mietek, Anka, Aaron, Adina, Fischl, Amos, Mika, Raphaël, Batia, Shabtai, Esther, Golda. « 192 enfants et 10 de leurs encadrants marchent vers la mort avec le vieux docteur à leur tête. Selon les diverses estimations, 240 000 à 300 000 juifs en provenance du ghetto de Varsovie sont gazés à Treblinka durant l'été 1942. Après les déportations, il reste officiellement dans le ghetto 36 000 personnes. Celles-ci perdront la vie au cours de l'insurrection quelques mois plus tard. Janusz Korczak a protégé les enfants jusqu'au sacrifice. Il a cherché à améliorer leur vie car, écrivait-il, « Il est inadmissible de laisser le monde dans l'état où on l'a trouvé. » Par son travail et ses écrits, il a posé les jalons de ce qui deviendra plus tard les droits des enfants, un sujet dont s'empareront les Nations Unies en 1959. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Pour ce récit, j'ai cédé ma plume à Sandrine Brugot. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt.